Notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ton amour, ta grâce. Nous voulons à cette heure nous remettre entre tes mains alors que nous allons étudier ta sainte parole, parole que tu nous donnes afin de pouvoir nous restaurer, puisse disposer nos cœurs afin d'entendre ta voix, soit avec ceux qui sont présents et ceux qui aussi sont absents, tu sais connais les raisons, mais permets que chacun puisse jouir de ta bénédiction. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc voilà, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons voir le questionnaire, mais avant, je voudrais faire une petite révision de ce qu'avait présenté Chimène dans la première partie de ce questionnaire. Donc, dans ce questionnaire, nous avons commencé par l'histoire simple versus l'histoire compliquée. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire en quelques mots comment ils comprennent justement l'histoire simple versus l'histoire compliquée, comment ils ont compris ce qui a été présenté par Chimène. Et Michael aussi, apparemment. Donc je vous écoute, je sais que on est début d'après-midi, c'est un peu compliqué, mais on va essayer ensemble de se motiver, de se réveiller. Il n'y a personne qui... Jean-Marie, est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Oui, je voulais savoir, en fait, je vous posais la question, comment est-ce que vous avez compris ce qu'a présenté Michael et aussi Chimène sur l'histoire simple versus l'histoire compliquée? Comment vous avez compris ce sujet? Je vais me lancer, c'est Raymond. Oui. Dis-moi. C'est ça, c'était refermé. Par rapport à ce qu'on a vu, on a vu l'histoire simple par rapport au texte biblique, prophétique, qui était simple, parce qu'on ne savait pas lire, donc la lecture nous poussait à voir que c'était simple, mais plus on allait en profondeur, et si on zoomait pour aller plus en profondeur, pour analyser et rentrer en profondeur, ça devenait compliqué. Mais c'est aussi par rapport à l'histoire réelle, qui veut dire, dans la réalité, c'est plus compliqué, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou pas? Donc, comme l'a dit Raymond, l'histoire simple, c'est l'histoire prophétique. On va voir que dans la Bible, Dieu va nous conduire au travers une histoire, mais vraiment en simplifié. Et nous, quand on va regarder à l'histoire réelle, on va voir que l'histoire est beaucoup plus compliquée. Et on a pris deux exemples. Est-ce que vous pouvez me dire les deux exemples qu'on a pu voir la dernière fois? Et aussi dans le questionnaire VEP. Donc, je vais interroger si... D'accord. Donc, Suchienne, est-ce que tu peux me dire? Jean-Marie, excuse-moi, désolé Jean-Marie, je ne me rappelle plus quelle histoire on avait vue. On n'avait pas vu Jean-Baptiste. Oui, on avait vu Jean-Baptiste, mais ça c'était, je crois que c'était avec Natacha, je crois. L'histoire des trompettes. Il y a l'histoire des trompettes, tout à fait. De 1888. D'accord. Histoire des trompettes.
Il y a aussi l'histoire de 1880. Oui, tout à fait. Il y a aussi l'histoire de Daniel 11. Daniel 11, les premiers versets, avec lorsque Daniel va nous parler du royaume de Grèce, et qu'on va voir qu'il va sauter pas mal d'histoires et arriver aux 4 généraux qui vont se détacher en fait dans cette histoire. D'accord? Et quand on regarde dans cette histoire, donc, on va voir que c'est l'histoire prophétique et c'est de l'histoire simple. Donc, on va mettre Daniel 11, ça va être l'histoire simple. Mais quand on va zoomer dans cette histoire, on va regarder cette histoire, on va voir que, comment dire, les événements qui vont prendre place entre la mort d'Alexandre et les 4 généraux, il y a plusieurs décennies. D'accord? Et en zoomant, on va voir que vraiment cette histoire est beaucoup plus complexe que nous le montre la prophétie. Il va y avoir pas mal d'événements qui vont avoir lieu durant ce laps de temps. Et on va particulièrement voir un personnage principal, la personne de Pyrrhus. D'accord? Donc on va avoir cette histoire simple en regardant la prophétie, mais en zoomant, on va voir une histoire compliquée avec des batailles, des guerres, des événements qui en fait, sont compris dans cette histoire. Et on a vu l'histoire de Pyrrhus, ce personnage important dans cette histoire. Et on va voir que quand on va ramener dans notre histoire, on va prendre l'histoire de Pyrrhus, qui va devenir une histoire simple. Pyrrhus, qui va nous permettre de comprendre notre histoire avec toute sa complexité. Donc on va voir que, là on peut voir justement une formation en Z. Donc on voit que l'histoire de Daniel 11, qui est une histoire simple, va nous amener à comprendre une histoire compliquée. Cette histoire compliquée, dans notre histoire, va devenir une histoire simple pour nous permettre de comprendre notre histoire, qui est une histoire compliquée aussi avec tous ces événements qui prennent place autour de nous, ces choses que nous devons être capables de décoder, nous qui sommes des étudiants de la prophétie. Donc voilà, donc c'était le premier point que nous avons vu, l'histoire simple versus l'histoire compliquée. Et il est important pour nous, dans notre évolution, dans l'étude de la prophétie, de comprendre l'histoire compliquée. Dieu nous a mis une histoire simple pour pouvoir nous permettre d'avoir une base, mais c'est de notre devoir d'aller dans l'histoire compliquée afin de comprendre les enjeux qu'il y a derrière ces histoires pour nous. Michael avait pris l'exemple aussi de Daniel 2. Oui, Daniel 2, disant que c'était une histoire simple, une description d'un rêve simple, mais cela expliquait une histoire plus complexe, plus compliquée, puisque au fil du temps, puisque la première histoire, c'est la statue, et puis après, il y a les autres histoires qui vont venir derrière, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, qui seront de plus en plus compliquées. Mais au départ, Dieu est parti de la statue, qui est le symbole comme si d'un être humain, d'un corps, et puis après, il va continuer à l'élargir, et ça deviendra de plus en plus complexe. Il avait pris aussi l'exemple des 7 églises de l'Apocalypse. Oui. En disant que c'était une histoire simple. Au départ, lui disait qu'il ne lisait pas les églises, mais finalement, il avait montré que les 7 églises sont présentes avant que Jean ne le raconte, puisqu'ils sont présents depuis l'histoire de Moïse, au Sinaï, jusqu'à Jésus, et puis après, ça boucle à nouveau. Donc, au départ, c'était ça l'histoire simple, et puis après, l'histoire plus compliquée. Tout à fait. Donc, on peut voir qu'il y
il y a plusieurs histoires qu'on peut regarder et voir en fait ce schéma, histoire simple, mais qui derrière enferme une histoire compliquée. Prophétiquement, ça va être simple, mais derrière, il y a une histoire compliquée et c'est à nous de chercher à comprendre et connaître l'histoire compliquée. Voilà. Ensuite, nous avons vu un deuxième point qui était par rapport aux sources, à la source, les bonnes sources d'information. D'accord? On a vu que quand on va regarder à une information, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut passer au crible ces informations. Il nous faut passer au crible ces informations, oui, c'est-à-dire, soit plus explicite. Eh ben, trier dans les bonnes sources. Trier dans les bonnes sources, oui. Et on a parlé d'une lecture. Est-ce que quelqu'un... La lecture latérale. La lecture latérale. Et ça consiste en quoi? La lecture latérale. La lecture latérale. Qui veut me donner une explication de la lecture latérale? Alors, on a plusieurs sources. On a deux, la droite et la gauche. Nous savons que la droite ne donne pas de bonnes informations, mais si on prend la gauche, nous devons prendre 20, 80 ou mais tout en faisant cela, il nous faut trier. Il nous faut trier les informations. Donc, il faut aller au contexte, savoir de quoi ça parle avant de pouvoir le prendre. Et à ce moment-là, on peut garder ce qui est bon. D'accord. Donc, tu nous as donné une information qui va être en lien avec la lecture latérale. Mais je voudrais que tu me donnes plus précisément, c'est quoi en fait avoir une lecture latérale? Je peux intervenir, c'est Johanna. Vas-y, Johanna. Je vais essayer sans mes notes de ce que je me souviens. Donc, la lecture latérale, donc je suis d'accord avec ce que Marlène a dit, Oui, mais c'est aussi, en fait, la droite peut aussi donner des informations qui sont importantes. Cependant, on ne va pas prendre tout, ou la gauche, hein, voilà, la gauche surtout, on ne va pas prendre tout l'article, par exemple, qu'on va prendre, on va lire dans toute l'information, mais on va prendre peut-être 20, 30 ou 40% en fonction qui soit en lien avec le message le message du mouvement en fin de compte. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, donc, mais voilà, c'est ça en fait. Donc, comme Marlène, vous avez donné un peu la raison de la lecture latérale, mais vous n'avez pas donné vraiment la signification. Mais tout ce que vous avez dit, c'est bien, c'est intéressant justement. C'est le but d'avoir une lecture latérale, pouvoir reconnaître les bonnes sources, les bonnes informations, savoir bien les trier, comme l'a dit Amanda. Mais la lecture latérale, ça consiste en quoi? N'hésitez pas, ceux qui comprennent, qu'ils puissent aider les autres. Peut-être, Jean-Marie, peut-être à vérifier, peut-être ce que tu attends, c'est la lecture latérale. Comme on l'avait dit au préalable, je ne m'en rappelle plus. Non, Amanda. Elle avait dit passer au crible. Mais moi, quand je dis pas, moi, je peux peut-être aller plus. Passer au crible, c'est-à-dire que je vais avoir mon information, mais je vais regarder que mon information, je ne vais pas regarder juste à ce que ma source elle me donne, je vais regarder les autres, d'où ça sort cette information, pour pouvoir avoir la confirmation de cette source d'information. Je ne sais pas si c'est ce que tu attends. Tout à fait, c'est ce que j'attendais, justement. Pour dire un mot simple, c'est du recoupement d'informations. Comme tu as dit, je vais lire une information dans un journal. Ben pour être vraiment sûr de l'information et bien comprendre, je vais regarder à d'autres sources pour voir si les autres journaux vont aller dans le même sens, ce qui fait que cette information, on va pouvoir la vérifier à plusieurs endroits. Et Marlène a tout à l'heure parlé des informations de gauche. Ça, on va voir que c'est la troisième partie, parce que nous allons voir que
dans notre mouvement, nous sommes maintenant positionnés à gauche. Mais avant, je vais écrire la lecture latérale, pour être simple, c'est du recoupement d'informations. Pour pouvoir vérifier une information et valider en fait, comment dire ça? Valider en fait qu'elle soit bonne. L'authenticité. L'authenticité. La véracité, oui, j'allais dire. C'est la Et aller à l'original aussi. Aller à l'original. Tout dépend. Parce qu'on va voir que justement la troisième partie qui nous parle de notre transition de la droite vers la gauche. D'accord? Donc, dans le mouvement, nous savons aujourd'hui que nous sommes positionnés à gauche. Mais ce n'était pas le cas auparavant. Donc, quand nous regardons aux sources d'information, nous comprenons que nous devons regarder aux sources de quel côté. On t'entend plus. Vous m'entendez plus? C'est bon, là, on t'entend. Oui. Donc, quelle source devons-nous regarder? De gauche. De gauche à la bonne source? Les sources de gauche. Et comme Amanda l'a dit, ou je crois que c'est Amanda qui l'a dit, et même les sources de gauche, nous devons trier parce que tout dépend de la source. On va voir qu'on peut prendre 20, 30, 50% de l'information. On va voir que cette information va être en accord avec notre vision, la vision du mouvement. Même si c'est une source de gauche, on va voir que toutes les informations de gauche ne sont pas forcément bonnes à prendre. D'accord? En fait, nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre d'information. Donc, c'est pour cette raison que tu as recommandé de prendre plusieurs sources afin de les comparer et de vérifier au moins ce que ça se répète aussi dans les autres. Parce que comme toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre, si c'est quelque chose qui se trouve uniquement que dans un journal parce que quelqu'un a voulu développer une pensée personnelle, donc à ce moment-là, on peut s'égarer. Donc, il faut aussi qu'il y ait les autres sources qui en parlent un peu, même s'ils ne développent pas de la même manière. C'est toujours comparer et contraster ce que font les autres journaux. Tout à fait. Parce que nous avons dans les journaux plusieurs types de journalistes. Il y a des journalistes qui vont retracer des faits qui sont de la société, des choses qui se font dans... comment dire ça? Des faits de société, en fait, tout simplement. Et on va avoir des journalistes, par contre, qui vont traiter sur un sujet quelconque, mais comment dire ça? Mais c'est plus des sujets, on va les appeler des éditorialistes, où ils vont prendre un sujet quelconque et ils vont débattre dessus. Et ils vont amener leur façon de voir, de penser, et d'abord la manière dont ils abordent le sujet. Voilà. Et justement, par rapport à ce que tu dis, parce qu'on a beaucoup parlé de véracité de l'information, mais il y a aussi l'interprétation qu'ils vont faire d'une même information, l'analyse qu'ils vont faire d'une même information, qu'est-ce qu'ils vont souligner, comment ils vont l'interpréter en fait. Et nous, par rapport à notre message, on va analyser justement cette analyse, cette interprétation, en fonction de notre message. Qu'est-ce qui va être mis, qu'est-ce qui va être souligné par l'auteur, en fait, dans son interprétation. Voilà, tout à fait. Et comme tu l'as dit, on doit aussi analyser en rapport avec notre message et voir si ces informations soutiennent, en fait, ce que nous disons dans le message. Donc, voilà. Donc, Jean-Marie? Oui. C'est Franceline. Ce qui me paraît important aussi, comme je pense Sylvia l'a plus ou moins dit, c'est le fait qu'on ait encore des biais qui nous font interpréter les choses. C'est rester vigilant par rapport à cela. Voilà, tout à fait. Merci Francis pour cette remarque. Merci. Donc là, nous allons rentrer dans notre sujet du jour. En fait, la deuxième partie, normalement, nous devions regarder à la partie 4, à partir de la partie 4 jusqu'à la fin. Et la partie 4 nous amène dans l'histoire de Panium. D'accord? 2 secondes. Mais avant, on va essayer de tracer la ligne, comme on le fait souvent avant. Et on va essayer de placer Panium sur la ligne.
Nous allons tracer la ligne des 144 000. Donc, je vous écoute. Donc, on passe ensemble la ligne. Donc, tu as dit 1989. 1989. Temps de la fin. Le temps de la fin. Ensuite. 2001. 2001. Loi du dimanche. Loi du dimanche. FTG. FTG. Second avènement. Second avènement. Je laisse les autres. Voilà. Donc, là, nous sommes sur la ligne des 144 000. Donc, nous sommes situés. Où sommes-nous situés sur cette ligne? Avant la loi du dimanche. Avant la loi du dimanche. Alors. Donc, je vais faire un petit bonhomme. Voilà. Donc, Panium, nous mettons Panium. Où est-ce que nous plaçons Panium? À 2021. Oui, 2021, mais sur la ligne, où est-ce que La formalisation. À la formalisation, voilà. Oui, Panium, c'est la formalisation. Mais où? 2021. Avant le petit bonhomme. Avant Dans le petit bonhomme. la première pluie. Avant le petit la première bonhomme. pluie. On va faire, voilà. Donc, nous avons le labourage qui se trouve ici. Première pluie. La première pluie. La Arrière-saison. Et ici, nous avons la moisson. Et la moisson. Donc, nous sommes situés dans la période de la première pluie sur la ligne des 144 000. Et comme l'a dit Gérard, Panium va être ici. 2000, comme vous l'avez dit, 2021. Et nous pouvons mettre aussi Rafia. 2019. Donc, nous sommes situés ici. Nous sommes en direction de la balise de la loi du dimanche. La loi du dimanche. Donc, notre objectif par rapport à ces études, c'est vraiment de comprendre la loi du dimanche. Et Panium, c'est une histoire qui nous conduit à l'histoire de la loi du dimanche. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça va. D'accord. Donc, on va passer à la transcription et ensemble, on va essayer de lire les premières. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire Panium, c'est ça, Jean-Marie? Oui, Panium, c'est ça, s'il te plaît. D'accord. Alors, ensuite, nous avons pris un point. Nous nous sommes écartés un peu car nous avons souligné un événement au sujet de Panium. Pourtant, nous continuons notre discussion pour montrer à quel point l'histoire est compliquée, combien la chute de la Rome occidentale est compliquée et nos paraboles nous aident à naviguer dans la complexité. Elles nous aident à nous orienter en nous donnant les étapes très simple. Nous avions discuté de ce point après qu'une question ait été posée. Alors, Brandon pose la question, est-ce que tu pourrais nous conduire dans cette partie jusqu'au point où tu pourrais aller au sujet de la compréhension de la simplicité de la parabole en naviguant vers la complexité de l'histoire? Comment l'avons-nous pris pour l'amener à Panium? Et ensuite, on a Panium, une parabole simple vers une histoire compliquée. OK. Pour répéter la dernière question, nous avons bifurqué durant un moment et nous avons pris la complexité d'une histoire ainsi que la simplicité de la parabole et nous l'avons amenée à Panium. Brandon dit « Je n'ai aucun souvenir de la semaine dernière de cette chose en particulier, mais si je devais commenter,
beaucoup de choses différentes se sont passées durant les 6-8 derniers mois. C'est un peu embrouillé. Je suis désolée, mais je ne suis pas sûre de ce que je suis supposée dire. OK. Bon. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez ce qui est dit là de façon générale? Qu'est-ce qu'on essaye de voir ici? En relation avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec la révision. Pourquoi on va dans cette histoire de Panium? Dominique, tu voulais dire? Excuse-moi. Panium, c'est une histoire de guerre, une guerre diadoque, il me semble, et c'était dans le littéral, c'était déjà compliqué. Donc, pour la ramener dans notre histoire, pour voir, comparer, contraster notre histoire avec l'histoire de Panium. Oui. Si je peux expliquer. Panium, comme tu as dit, c'est une histoire réelle, c'est une bataille qui a vraiment eu lieu dans l'histoire. Et on va voir que c'est dans l'histoire de Daniel 11 qui nous montre en fait le conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. Aujourd'hui, pour nous prenons cette histoire, justement cette bataille de Panium, que nous ramenons dans notre histoire. Comme aujourd'hui nous utilisons la méthodologie ligne sur ligne. Donc nous prenons ces histoires que nous ramenons dans notre histoire et faisons une application. Donc quand nous regardons à l'histoire, parce que comme on l'a vu, Panium va devenir une histoire prophétique avec l'histoire de cette bataille, où on va avoir des éléphants qui vont être utilisés durant cette bataille. Et cette histoire, qui est l'histoire prophétique, va nous emmener dans notre histoire, qui est une histoire réelle, et qu'il nous faut comprendre. Donc Panium, c'est l'histoire simple, en regardant à l'histoire de la bataille et tout, qui va nous emmener dans notre histoire qui est compliquée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est-à-dire que Panium, au départ, lorsqu'on le voyait, on voyait ça comme une guerre chaude. Après la victoire du roi du Nord sur le roi du Sud et la fin du roi du Sud. Donc, toutes ces choses-là, il a fallu apprendre à le mettre de côté, hein, ne pas le regarder simplement, puisqu'il y en a beaucoup qui attendaient à cela pour se dire, ben, je commence à croire. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on a commencé à regarder à l'histoire de Panium, nous tous, nous attendions à avoir une guerre chaude. D'accord? Et nous attendions à voir la Russie et les États-Unis se battre avec des armes. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, l'histoire est beaucoup plus compliquée et que les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé auparavant. Donc, Panium, qui est l'histoire prophétique, qui est une histoire simple, nous amène dans notre histoire. Et le but maintenant pour nous, c'est de comprendre l'application de l'histoire de Panium dans notre histoire. Et ça va demander de nous à comprendre, à étudier le sujet et à regarder à l'actualité, à décrypter l'actualité pour pouvoir reconnaître l'accomplissement de cette histoire simple dans notre histoire. OK? Donc, on continue la lecture. Donc, qui veut continuer? Je veux bien. On peut. Est-ce qu'une autre personne se souvient de ce point qui a été fait la semaine dernière? Une personne veut-elle contribuer? Catherine? Alors, Catherine dit, nous avons parlé de la manière dont Panium était devenu une sorte de période de guerre froide. Nous avons également comparé des lignes, celles de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre froide. Puis nous avons regardé à la Deuxième Guerre mondiale et avons comparé Pyrrhus avec Hitler. Hitler est mort à ce que nous appelions Panium. La question est la suivante.
si ça signifie que Poutine ou la Russie meurt à Panium, comment pourrait-il faire une guerre froide maintenant? OK. Donc, là maintenant, nous pouvons répondre à la première question du questionnaire. On va maintenant passer à la question du questionnaire. Donc, cette première question dit pourquoi l'histoire de Pagnol est-elle plus compliquée que le récit prophétique? Et on nous donne plusieurs réponses. Il y a la première réponse, on la compare aux 2 premières guerres mondiales avec Hitler. On est dans une guerre chaude. On superpose Poutine en 2022 avec Hitler en 1945. La ligne montre la mort d'Hitler. Pourtant, Poutine est vivant. On la compare aux lignes de révolution. À Panium, Poutine meurt prophétiquement en 2022. Il est vivant. Donc, selon vous, quelles seraient là ou les bonnes réponses? La réponse 3, on superpose Poutine en 2022 avec Hitler en 1945. D'accord, c'est une réponse. Une réponse, il y en a d'autres. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réponses et est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse d'Amanda? Donc, on est là pour échanger. Oui, il y a d'autres réponses. On nous dit qu'à Panium, Poutine meurt prophétiquement, mais qu'il est encore vivant en 2022. Donc, c'est une réponse. La réponse 4, oui. Robert, ben moi, j'ai tout coché. T'as tout coché? Oui, voilà, presque. Moi, je n'aurais pas mis, on est dans une guerre chaude. On n'est pas dans la guerre chaude. La deuxième n'est pas bonne. Et on la compare aux 2 premières guerres mondiales. On la compare aux 2 premières guerres mondiales. Oui, avec Hitler. On la superpose avec Poutine en 2022, avec Hitler en 1945. Et puis, la ligne montre que la mort d'Hitler pendant Poutine est vivant. Et puis, on la compare aux lignes de la Révolution, puisqu'il fallait entrer dans la ligne de la Révolution pour comprendre le Panium. D'accord. Donc, comme on a dit, il y a plusieurs bonnes réponses, mis à part la réponse 2 on n'est pas dans une guerre chaude. Et la troisième question, il y a une petite rectification. Il aurait fallu plus mettre 2021 parce que Panium, c'est 2021, pas 2022. D'accord? Mais quand on regarde, si on regarde au point qui est fait dans ce que nous venons de lire, l'accent est plutôt mis sur la ligne montre la mort d'Hitler. Pourtant, Poutine est vivant. D'accord? Donc, ça, c'est la bonne réponse. La réponse qu'on attendait par rapport à cette question. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer en fait ce point? Alors, peux-tu reprendre la question, s'il te plaît, Jean-Marie? J'ai pas compris. Oui, c'est par rapport à la réponse. On nous dit que la ligne montre la mort d'Hitler. Pourtant, Poutine est vivant. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer en fait ce point en fait? Alors, moi, si la personne ne parle pas, Marlène, je dirais qu'il y a une comparaison qui est faite avec Hitler par rapport à Poutine. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que la mort d'Hitler, pourtant Poutine est vivant. Voilà, c'est la comparaison qui est faite. Il y a deux lignes, elle est en train de prendre 2 lignes de réforme, de les superposer. Oui, ça dit quelque chose d'intéressant. Oui, je peux intervenir, Amanda? Tout à l'heure, j'ai dit on superpose Poutine en 2022 avec Hitler. Mais Panium, c'était en 2021. Oui. On va Panium 2021, qui commence en 2021. Après, ça a commencé, ça a commencé. Mais ça peut aller en 2021. Ça progresse. Oui. On peut voir un point, mais aussi une période. Tout à fait. Voilà. Donc là, Robert, la mort d'Hitler et Poutine, donc là, il y a une comparaison qui est faite dans la première partie de la vie de Poutine. Donc, ils sont allés apprendre
à comparer aussi Hitler et Donald Trump, hein, qui a eu une première... Alors, il y a un micro qui est allumé et on est en train d'enregistrer pour mettre sur YouTube. Alors, s'il vous plaît, si vous ne parlez pas, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos micros pour que l'enregistrement soit de bonne qualité. Nous vous remercions. Donc, pour bien comprendre la mort d'Hitler, Poutine, tout ça, il y a cette comparaison avec Donald Trump, qui a une première partie de son mandat où il est vivant, il a accompli quelque chose, et puis après une deuxième partie, après la tentative de destitution, on verra que la pensée de Donald Trump change radicalement, et là, il voit qu'il n'a pas été inquiété, Bon, mais il avait eu... Là, tu vas déjà un peu plus loin dans l'étude. Ah, je vais plus loin, d'accord. Mais dans la réponse, moi, il y a deux questions qui me viennent, et je sais pas si peut-être que c'est moi qui peut-être n'ai pas compris forcément les choses. Enfin, c'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais en fait, il y a deux questions qui me viennent et qui me posent la question de me permettre de comprendre ce qui est dit. Parce que la réponse, on peut la donner, mais est-ce qu'on comprend cette réponse? Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on comprend cette réponse? Donc, les deux questions qu'on pourrait se poser, en fait, c'est ça que je cherche à savoir. Est-ce que vous les voyez, en fait? Oui, dans notre histoire, nous ne sommes pas dans le littéral. C'est ça aussi, un littéral et un spirituel. Donc, en fait, lorsqu'on parle de mort, dans l'histoire d'Hitler, c'est une mort physique, littérale, alors que dans notre histoire, c'est ça qui fait la parabole. Hein, donc, nous devons réussir à voir le symbolique. Hein, donc, lorsqu'on parle de mort, hein, c'est pas des tueries systématiquement, hein, littérales. D'accord, mais oui, mais c'est pas le point que je voulais particulièrement. Ah, d'accord. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, mais on va voir. Hitler, c'est le roi du Nord. Voilà, Hitler, c'est le roi du Nord et on compare le roi du Nord. Poutine, c'est le roi du Sud. Tout à fait. Donc, il y a un antagonisme là, il y a un contraste. Donc, comment vous comprenez qu'on puisse comparer Hitler à Poutine et aussi mettre en parallèle Panium avec 1945? Est-ce que vous comprenez comment on arrive à faire ce parallèle? Parce qu'on peut donner la réponse, oui, parce qu'on l'a lu, mais est-ce qu'on comprend ce point, voilà, le fait qu'on puisse comparer Panium à 1945 et Hitler à Poutine? Alors moi, je ne comprends pas. Chimène ne comprend pas. Bon, si Chimène ne comprend pas... Donc, je vous écoute. Donc, dites-moi comment vous arrivez à faire cette comparaison entre Panium et 1945 et Hitler avec Poutine. Comment vous résolvez cette difficulté? Bon, là, si j'essaie de me rappeler des guerres d'Iadoc lorsqu'elle les présentait, elle ne montrait pas toujours la victoire du roi du Nord, du roi du Sud. Parfois, ça marchait et parfois ça s'inversait. Bon, mais maintenant, j'ai pas de support pour pouvoir l'expliquer. Mais lorsqu'on avait vu ça, elle avait tendance à nous montrer, parfois c'était la logique roi du Nord qui gagne et parfois la logique roi du Sud qui gagne. Donc, c'est comme ça que tu commences à toucher un bon point. Donc, tu peux continuer dans cette situation. Ou d'autres personnes. Non, mais je n'ai pas de support. Ou d'autres personnes qui peuvent... Est-ce que c'est, comme il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu un échec, Deuxième Guerre mondiale, et la troisième, on sait qu'il y aura succès. Donc, c'est là qu'on voit. Donc, tu amènes déjà un autre élément de réponse, succès et échec. Succès, échec. Enfin, succès et échec, on va parler plutôt comme ça. Robert a amené un premier point, tu as amené un deuxième. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Donc là, on va essayer de superposer Panium à 1945. Je n'aimerais pas donner la réponse tout de suite, j'aimerais qu'on puisse quand même débattre, voir en fait parce que le but, c'est de voir aussi votre compréhension du sujet. Donc ceux qui ont des éléments donnés, même si ce n'est pas forcément ce qu'on attend, mais on essaye de voir et d'avancer ensemble. Alors, Isaline, oui. En fait, non, je ne vais pas essayer parce qu'il faut que je cherche encore, mais il me semble, quand on essayait on avait mis en parallèle Hitler
et Poutine, je crois que c'est peut-être par rapport à soit les caractéristiques de leur vie, soit par rapport aux aides. C'est-à-dire que puisque, avec plusieurs personnages, il y avait deux lignes des dirigeants, les dirigeants de l'URSS et les dirigeants de la Russie. Et je suis sur la bonne voie ou pas? Là, cette ligne-là compare plus la Russie avec Pyrrhus. Donc, Poutine et Pyrrhus. Ah, oui. Et là, nous, on cherche... Mais pour l'instant, on est sur Panium et 1945. On n'est pas encore entre Poutine et Hitler. On va le faire dans un second temps. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent donner leur avis, leur point de vue, leur façon de voir ce sujet? Non? Donc, ben, s'il n'y a personne, en fait, on a regardé à l'histoire de Pyrrhus. D'accord? On va voir que Pyrrhus, il va y avoir deux campagnes dans l'histoire de Pyrrhus, de bataille en fait, pour conquérir deux territoires différents. On va voir qu'il y a la campagne. C'est quoi la première campagne? Est-ce que vous vous rappelez? Pyrrhus en Macédoine et Italie, tu veux dire? Voilà. Nous avons la Macédoine. Et nous avons la campagne d'Italie. Donc, ce qu'on peut voir, j'ai oublié de le dire, on va voir que ça va concerner l'histoire du conflit roi du Sud, roi du Nord. D'accord? Quand on va comparer Panium à 1945. Parce que l'histoire de Panium, comme on l'a vu, c'est l'histoire du conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc nous avons Pyrrhus en Macédoine et Pyrrhus, j'ai écrit Italie, je compte. Et nous allons voir dans ces deux histoires, il y a trois batailles qui vont se détacher, qui vont vraiment être, qu'on va marquer. Est-ce que vous vous rappelez pour la campagne de Macédoine? C'est un peu de révision pour nous. La première bataille qu'on va marquer, c'est laquelle? Ipsos. Non. C'est. Il y a la bataille d'Actium, non? La campagne de Macédoine, ça se passe après Ipsos. Il y a Héraclée, mais c'est en Italie. Héraclée, c'est l'Italie. Donc, comme vous savez, on va faire un rap, ça, vous allez voir, c'est l'invasion de la Thessalie par Pyrrhus. D'accord? Nous avons la Thessalie, Pyrrhus qui va envahir la Thessalie. Donc nous allons voir que Démétrius, il va entrer en guerre avec Démétrius. Donc on va voir que c'est Pyrrhus qui va entamer le conflit. Et c'est qui est-ce qui gagne? Le roi du Nord. Le roi du Nord. Ensuite, nous avons la deuxième bataille. C'est laquelle? Est-ce que vous vous rappelez? Donc, je peux vous mettre les dates, juste pour rappel. Donc, c'est en moins 291, ici. Ensuite, nous avons moins 289. Nous avons l'Épire ici. On va voir que c'est Démétrios qui va envahir l'Épire. L'Épire, c'est le pays, c'est le royaume de Pyrrhus, dis-je. D'accord? Et nous voyons que c'est le roi du Nord qui va engager le combat.
Et qui est-ce qui gagne? Le roi du Nord. Le roi du Nord. Et la dernière bataille, c'est celle de la Macédoine. Donc ici, nous avons aussi toujours le conflit avec le roi du Sud. C'est Pyrrhus qui va entamer. Et qui est-ce qui gagne dans cette histoire? Du Sud. C'est le roi. C'est le roi du Sud. D'accord. Donc maintenant, nous allons voir que voilà, il y a les trois batailles importantes. Dans chaque histoire, nous allons les voir qui vont se dégager. On va voir ces trois batailles qui vont se dégager. Et notamment, pour la bataille, la campagne d'Italie, qui est la plus connue, vous allez pouvoir me dire facilement le nom des batailles avec les dates. Ici, mais à droite, Macédoine, c'est 287, non? Moins 287, c'est ça, tout à fait. La campagne d'Italie. Donc la première bataille. Héraclée. Héraclée. Quelle année? Pour ceux qui... 280. 280. Moins 280. Ensuite? Asculum. Asculum. 279. Moins 279. Et Beneventum, moins 275. Moins 275. Donc, ce sont trois batailles connues. Et nous savons que ces batailles, nous les alignons avec quelle bataille? Surtout les deux dernières. Avec Raphia et Panium. Raphia. Panium. On applique ces deux batailles à la bataille Asculum à Raphia, Beneventum à Panium. D'accord? Quand nous regardons au récit de Daniel 11, même si c'est deux histoires différentes, parce que l'histoire de Raphia et Panium va parler du conflit entre Séleucos et Ptolémée, mais on va voir que c'est la même séquence avec, on va regarder, ici, on va reprendre ici. Donc, ici, nous avons le roi du Nord qui va venir contre le roi du Sud, avec une victoire du roi du Sud. Ici, on va voir le roi du Sud qui va venir contre le roi du Nord, avec une victoire du roi du Sud. Et le roi du Nord qui va venir contre le roi du Sud avec une victoire du roi du Nord. Et dans cette séquence, nous voyons l'histoire de Daniel 11. Et on peut voir 11-40 avec le roi du Nord qui gagne la première bataille et la revanche du roi, le roi du Sud qui gagne la première bataille avec la revanche du roi du Sud. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous voyez le parallèle? Tu veux dire tu compares et contrastes les deux dernières batailles avec Raphia et Panium, c'est ça? Avec Raphia et Panium. Daniel 11 nous parle de Raphia et Panium. Et on va voir que la séquence, c'est le roi du Sud gagne le roi du Nord pour Raphia. Et à Panium, nous avons le roi du Nord qui gagne le roi du Sud. Ouais, c'est l'inverse, ok. Donc, est-ce que Chimène a compris apparemment? Est-ce que sur la plateforme, vous avez compris? Je n'ai pas encore compris le lien. Oui, parce qu'on y arrive. Ce que tu fais au tableau. Pour l'instant, je suis dans la partie alpha avec l'histoire de Pyrrhus. Mais on arrive dans la partie oméga, qui est l'histoire contemporaine, avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et notre histoire. D'accord? Ce qui va nous permettre de faire le parallèle avec 1945.
Mais pour l'instant, on fait une révision par rapport à Pyrrhus, l'histoire de Pyrrhus, et montrer qu'on aligne Panium avec Beneventum, mais aussi avec la bataille de Macédoine. Est-ce que vous voyez? Oui, avance, c'est bon. Donc, dans la partie oméga, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale, on sait aussi que c'est une histoire de conflit entre le roi du Nord avec le roi du Sud. Le roi du Nord étant l'Allemagne nazie avec Hitler, et le roi du Sud, c'est c'est la Russie de Staline. Non, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique, c'est après la... On va parler... Ouais, c'est plus après la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Donc, nous avons 3 batailles. Ton logo pour Oméga, c'est l'autre, tu as mis Alpha. J'ai mis Alpha. Oméga. Donc, Seconde Guerre mondiale. Je vais mettre JM comme ça. Vous comprenez, Seconde Guerre mondiale. Donc, on va voir les histoires alpha. On peut décomposer ici aussi en alpha et oméga. Et ici aussi, on va voir alpha et oméga. Là, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en dessous, ça va être notre histoire. D'accord? Donc, on va voir que dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on va voir que le roi du Sud va entrer en conflit avec le roi du Nord, la Russie et l'Allemagne. Est-ce que vous vous rappelez du point que l'ancienne Thèse avait fait pour nous montrer justement cette séquence? C'est de la révision. Je comprends que c'est de la révision, ça a fait un peu loin. Mais s'il y a quelque... Non, je ne me souviens pas. Non, Barbara, c'est après. Donc, ici, en fait, ce qui va se passer, il va y avoir une alliance, pour comprendre, il va y avoir une alliance entre la Russie et l'Allemagne en 1940. Et la Russie devait fournir des matières premières à l'Allemagne pour pouvoir financer, en fait, la guerre qu'elle avait entamée. D'accord? Mais on va voir qu'en août 1840, la Russie va rompre le contrat et pendant une certaine période va arrêter de livrer en fait ses matières premières à l'Allemagne. Donc on voit que la Russie va entamer les hostilités. Suite à des désaccords, on va voir, donc on met août 1840. On voit que c'est le roi du Sud. 1940. Pourquoi je dis 1848? C'est vrai que je suis dans une forme millérique là. Donc, on voit le roi du Sud contre le roi du Nord. Donc, on va voir que la Russie va rompre ce contrat, mais malgré tout, c'est vrai que là, il faudrait rentrer dans les détails de l'histoire, mais on va voir qu'en fait, c'est l'Allemagne qui va tirer profit, en fait, de ce conflit. On va voir que la Russie va reprendre la livraison, mais ça va se tourner à l'avantage de l'Allemagne. Ça, vous pouvez regarder les vidéos pour avoir plus de précision, mais on ne va pas rentrer dans l'histoire, sinon ça va être trop long. D'accord? Jean-Marie, excuse-moi. Oui. Jean-Marie, excuse-moi, c'est Joanna. Moi, c'est vrai que ça fait très loin et que j'ai déjà oublié en fait l'étude, je ne me souviens plus trop. Est-ce que tu peux, si ça ne te dérange pas, sans rentrer dans trop de détails, hein, mais en fait décrire les protagonistes, c'est-à-dire le roi du Sud c'est qui et le roi du Nord c'est qui? Donc, le roi du Sud ici, c'est la Russie de Staline, avec l'Allemagne nazie.
Est-ce que c'est bon? En 1938-1939, c'est le pacte Ribbentrop. Voilà. Une alliance avec Hitler. Avec Hitler, voilà. De la Russie, voilà. Merci, merci. Et puis en août 1940, c'est suspendu. Ils ne sont plus d'accord. Ils ne sont plus d'accord. Et c'est la Russie qui rompt le contrat de façon unilatérale. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on aligne cela avec Héraclée pour la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons l'opération Barbarossa. Et là, c'est l'Allemagne nazie qui va envahir la Russie. Donc, et ça, c'est en... Envahir la Russie ou la Pologne? Non, la Pologne, c'est au début. C'est au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est justement ça qui va déclencher la Seconde Guerre mondiale. Mais on va voir que l'Allemagne nazie, après avoir combattu le front ouest, va maintenant se tourner vers l'est. Et c'est là où on va, le conflit entre la Russie et l'Allemagne, vraiment se mettre en place. Donc, et c'est l'invasion de la Russie. Et c'est en... Ah oui, avec l'opération Barbarossa. Avec l'opération Barbarossa qui a fait des millions de morts. Voilà, c'est ça, tout à fait. Opération. Je mets un B pour Barbarossa. Bon, normalement, c'est une histoire étudiée à l'école, je crois. Donc, avec l'invasion de la Russie par l'Allemagne. C'est impressionnant parce qu'il me semble que ça avait fait 5 millions de morts. Bon, les plus petits, je pense que vous ne voyez pas trop. Donc, et cette bataille s'aligne avec Asculum ou Raphia dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, nous avons 1945. Attendez, j'ai mis quand même Roi du Nord, Roi du Sud. Le Roi du Nord, c'est l'Allemagne qui attaque la Russie avec une victoire du Roi du Nord. L'Allemagne nazie envahit la Russie. Et nous arrivons à 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le Roi du Sud qui se joint aux Alliés. Avec les Alliés qui vont contre-attaquer et battre l'Allemagne nazie. Victoire du Roi du Sud. Voilà. Donc, nous voyons qu'en 1945, nous avons aligné avec la bataille de Macédoine, Beneventum, qui est l'histoire qu'on met en parallèle avec l'histoire de Panium, par rapport à la séquence Roi du Nord, Roi du Sud, et 1945. Donc ici, on voit déjà le parallèle entre 1945 et Panium. Et dans notre histoire, on va appeler l'histoire de la Troisième Guerre mondiale. Nous avons eu le premier conflit en, qu'est-ce qu'on appelle? Héraclée, on le place en quelle année dans notre histoire? En 2018. 2018. Asculum, on le place quelle année? En 2019. 2019. Et Beneventum, on le place en 2021. 2021. Et nous savons que ces histoires nous montrent, à ces dates, nous savons qu'il y a eu des tensions entre les États-Unis et la Russie. D'accord? Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, voilà, on ne va pas avancer. Mais il y a des vidéos sur le site YouTube
où l'ancienne Thèse rentre dans ces histoires. Notamment, nous avons celle d'Héraclée. Et pour Raphia aussi. Donc, nous avons des supports pour pouvoir visionner, pour comprendre ces deux histoires. 2021, nous sommes en train de le vivre. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas trop de détails. Et je pense que ça viendra dans les mois prochains. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on ne va pas entrer dans 2021. Mais nous comprenons que quand nous regardons aux lignes, nous voyons que les séquences dans l'histoire alpha et oméga sont les mêmes. Quand nous regardons roi du Sud dans l'histoire alpha de la partie alpha, nous avons le roi du Sud qui attaque le roi du Nord avec la victoire du roi du Nord. Nous voyons que c'est les mêmes séquences que nous retrouvons dans l'histoire alpha de l'histoire oméga. C'est vrai qu'on jongle avec... mais j'espère que vous avez... Est-ce que vous avez compris? Donc, on va retrouver la même séquence dans l'histoire oméga, avec la séquence oméga dans l'histoire alpha. Donc, nous avons le roi du Nord qui va attaquer le roi du Sud, avec une victoire du roi du Sud. Nous avons ici le roi du Nord, du Sud, qui attaque le roi du Nord, avec une victoire du roi du Sud. Et ici, nous avons le roi du Nord qui vient prendre sa revanche sur le roi du Sud, avec une victoire du roi du Nord. D'accord? Donc, en regardant, en mettant les lignes, enfin, ligne sur ligne, nous voyons que 2021 est aligné à Beneventum, à 1945 et à la campagne de Macédoine. Cette ligne que nous appelons, on va appeler la ligne de Panium. Donc, c'est ce qui nous permet de faire le parallèle entre 1945 et 2021. Panium. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris pour moi. Oui, c'est compris, Jean. Et ouais, ça va être aussi une des raisons, mais on va voir, il y a quand même une raison qu'on va aligner 1945, l'histoire d'Hitler, avec l'histoire de Poutine. Voilà, 2021. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on amène qu'on fasse le point pour une meilleure compréhension? On peut avoir une photo de ton tableau, s'il te plaît, Jean-Marie? Chimène prend des photos et pourra vous envoyer, mais sinon, vous l'avez sur la vidéo. Dans le committee de 2018. En 2019, en Guadeloupe. Oui, peut-être 2018 aussi, oui. Mais 2019 en Guadeloupe, LVS, avril 2019. Elle refait ce tableau. Merci. D'accord? Donc, si personne d'autre ne dit rien, c'est que tout le monde a compris. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Ipsos, parce qu'elle dit que Ipsos, en 2016, c'est la cause et Raphia, c'est l'effet. Oui, mais là, on va éteindre. Mais là, le point, c'était vraiment on n'est plus dans l'histoire, là. C'est vraiment montrer pour qu'on aligne Panium à 1945. Donc, 2021 et 1945, pour qu'on les aligne. Pourquoi? On dit que 2021 est comment dire, égal à... comment dire, comment c'était quoi déjà la question? Est-ce que je reviens dans la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la question sous les yeux? Ou la réponse plutôt? Je crois que ça disait, est-ce qu'on peut comparer Poutine à Hitler en 2045, en 1945? Voilà, on dit que la ligne montre la mort d'Hitler, pourtant Poutine est vivant. Et on voit dans cette question qu'on aligne Hitler à Poutine, mais aussi qu'on aligne 1945 à 2021, puisqu'on parle de l'histoire de Panium.
que la question c'est que pourquoi l'histoire de l'Espagnol est-elle plus compliquée que le récit prophétique? Est-ce que c'est bon? Ok, bon, je continue. Donc, la problématique, Jean-Marie, c'était que ça semblait incohérent de superposer le roi du Sud avec le roi du Nord, à montrer qu'en fait, il y a un schéma qui se répète, mais à l'inverse. Donc, c'est pour ça, quand on aligne, si on suit ton tableau, quand on aligne la Deuxième Guerre mondiale, Hitler en 1945, on voit qu'il perd la bataille, mais pourtant, pour nous, dans notre génération Panium, on peut l'aligner et c'est lui qui gagne. Donc, ton tableau nous montre bien ce contraste et la raison pour laquelle on aligne Poutine à Hitler, avec Hitler. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, bon, cette partie-là montrait vraiment, c'est vraiment plus par rapport au conflit roi du Nord, roi du Sud. D'accord? Maintenant, on va voir pourquoi on aligne Poutine à Hitler. Et là, nous allons aller plus dans la ligne de la révolution. Puisqu'on va parler de dictature. Et nous savons que la ligne de la révolution nous montre quoi? C'est quoi le thème de la ligne de la révolution? Qu'est-ce que les lignes de révolution nous montrent? Les lignes de révolution nous montrent la mort et la résurrection d'un dictateur. Est-ce qu'on peut dire résurrection? Non, peut-être pas résurrection, mais en fait, parce que la résurrection, on va parler de résurrection plus dans l'histoire du roi du Sud contre le roi du Nord. Quand on regarde à l'histoire de l'URSS, avec la chute du roi du Sud, on va voir qu'il va y avoir la blessure mortelle. Justement, on va regarder, je fais rapidement le schéma. Ben, si résurrection, ce n'est pas le terme, alors dans ce cas-là, montée d'un dictateur. Voilà. On va parler de la mort et de la montée d'un dictateur. Parce que si on parle de résurrection, on n'est pas sur la même ligne. On ne parle pas de la même chose. D'accord? On va parler de résurrection. C'est plus en lien avec l'histoire du conflit roi du Nord, roi du Sud. Si on prend l'exemple de 1989, où on va voir la chute de l'URSS, 1991 ici, on va voir que l'URSS va avoir la blessure mortelle ici, en 89, et va mourir en 91. Donc, blessure mortelle est mort ici, on met URSS. Et puis on va voir dans l'histoire la résurrection du roi du Sud en 1999, décembre 1999, avec Poutine, roi du Sud, la Russie. Et on va voir qu'arrivé à Panium, il va recevoir sa blessure mortelle et il va mourir. Quelle balise? À la LD. Et c'est ici qu'on va parler de résurrection, de mort de résurrection. Mais quand nous parlons de la ligne de la révolution, ce ne sont pas les mêmes termes. On va parler de dictature. Oui, blessure mortelle. Non, la résurrection, c'est ici. C'est ici. La résurrection. D'accord? Et ensuite, nous avons la mort. La blessure mortelle, d'abord, et la mort. OK? Est-ce que c'est compris, ici? Oui. OK. Et maintenant, nous allons parler des révolutions. On a dit que la révolution nous montre, comme tu as dit, Johanna, la montée et la mort
d'un dictateur. Donc, quand on regarde à ligne de révolution, comment on arrive à parler des lignes de révolution? Il nous reste combien de temps, Gérard? Attends, 3h30, 4h, il est moins 10 10. minutes, apparemment. Normalement, il resterait des minutes. Environ 10 minutes. 1h30. C'est à 17h, donc on va essayer d'aller rapidement alors. Comment? 12 minutes. D'accord, ok. Donc, tu peux nous répéter ta question? Qu'est-ce que tu essayes de montrer là? Non, c'est par rapport à la ligne de révolution. Parce que la ligne de révolution va nous parler de dictature, avec la mort et la montée d'un dictateur. D'accord? Et si on regarde le schéma de la ligne de révolution, qu'est-ce qui serait mieux que je fasse? On va voir en fait qu'une ligne de révolution va être en deux phases. D'accord? Avec une première phase qu'on va appeler révolution et une deuxième phase contre-révolution. Contre-révolution. Mais Jean-Marie, excuse-moi, oui. Peut-être que je n'ai pas suivi, mais tu as posé une question. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à parler des révolutions? Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi? Je ne me rappelle plus. Oui, mais justement, on y arrive. Donc, ici, on marque le point du milieu. C'est en fait l'histoire du point du milieu avec les nombres symboliques qui vont nous permettre de retourner dans ces histoires de révolution. D'accord? Et on va voir, justement, l'histoire, si on regarde à l'histoire de la Révolution française, la Révolution française, si on trace l'histoire de la Révolution française, si on prend un exemple, on n'aura pas le temps de voir plusieurs exemples, nous avons cette révolution qui commence en 1789, qui vous nous amener dans l'histoire du milieu, 1794. C'est 2014. On a enlevé, c'est combien déjà? Je crois que c'est 220, non? Oui, c'est 220. Voilà. Oui. 220 qui représente le symbole de la restauration. D'accord? Moins de 220, on arrive à 1794, qui nous emmène au milieu d'une révolution, qui est la Révolution française. Et la Révolution française qui se termine en 1799. D'accord? Et on va voir que dans l'histoire de la Révolution française, il y a une révolution et une contre-révolution. Nous avons dans cette première partie ce qu'on va appeler le règne de la terreur, avec l'histoire des Jacobins, Robespierre. Robespierre qui est un dictateur dans cette histoire, parce que dans l'histoire, nous savons qu'ils sont en lutte contre la monarchie, et nous savons que beaucoup de têtes tombent dans cette histoire. Et quand on arrive en 1794, Robespierre, qui est un dictateur, va être renversé. On voit la mort d'un dictateur. Et donc, la contre-révolution, on va voir que c'est une partie des personnes qu'on va appeler la terreur blanche. On va voir que c'est ceux qui sont plus pour la partie, pour la monarchie, qui vont en fait amener cette contre-révolution pour établir, si vous voulez, un peu un ordre premier. Et ici, on a la contre-révolution. Et ici, la révolution.
Il y a la guerre civile. Et avant de passer à la guerre civile américaine, nous avons, en 1789, nous avons la montée d'un dictateur, en la personne de Napoléon Bonaparte. Oui, c'est français. Mais c'était pour la révolution américaine, c'est notre ligne de révolution. On va la faire simple. On va voir aussi qu'il y a un point du milieu. Tu as oublié la phase de préparation. Et oui, la préparation. C'est vrai, préparation. Ouais. Mais Jean-Marie, ça serait bien que tu nous fasses le lien. Parce qu'on on se perd un peu dans toutes ces lignes. D'accord. C'est que je n'aurais pas suffisamment de temps pour... Parce que s'il fallait retourner... Parce qu'en fait, pour faire rapidement... Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Parce que moi-même, je suis perdue dans le lien. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Donc, montrer qu'en fait, l'histoire de la Révolution, en fait, la ligne de la Révolution nous parle de la dictature, de la montée et la chute d'un dictateur. D'accord? Et c'est ce lien-là... Et fais le lien avec Panium, alors. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre, de faire le parallèle entre Poutine et Hitler. C'est la question de la dictature. Et on va voir que Poutine et... comment dire? Poutine et Trump et Hitler. Et Hitler sont deux dictateurs. Et on va voir, on pourra faire voir des similitudes entre Poutine et Hitler. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le parallèle entre Poutine et Hitler. Alors, dans la ligne des guerres mondiales qu'on a vues tout à l'heure, oui. On a fait le lien déjà avec Hitler et Poutine, mais par rapport à des batailles, les sphères d'influence, d'accord? Et on a vu, voilà, qui gagne, le roi du Nord ou le roi du Sud. Donc, on pouvait aligner au niveau des guerres d'influence et puis du schéma répétitif et des applications, on pouvait aligner Poutine et Hitler. Maintenant, tu nous donnes un deuxième témoin, les lignes de révolution, à travers lesquelles il est possible également de faire cette comparaison, mais non pas au niveau du roi du Nord et du roi du Sud, des sphères d'influence, mais par rapport à un tempérament, un profil d'un personnage, la dictature, c'est ça? La dictature, voilà. Donc, et ça, tu passes par les lignes de révolution. Voilà. OK, donc maintenant, alors, dans ce que tu nous montres là, ces lignes de révolution, avant que tu ailles dans la ligne de l'Amérique des révolutions, quel est le point sur lequel il nous faut nous focaliser pour qu'on puisse te suivre? En fait, le point, c'est la ligne de révolution montre, comme on a dit au début, la mort d'un dictateur et la montée d'un dictateur. Et quand on va regarder à Panium, on va voir que Poutine, contrairement à l'histoire simple, Poutine ne meurt pas en fait à Panium. Mais nous savons que dans l'histoire avant Panium, Poutine était déjà un dictateur. Donc comment se fait-il que Poutine, la réponse était que à Panium, on voit que Poutine, il est encore vivant en fait. Mais oui, mais Jean-Marie, excuse-moi, mais de toute façon, on n'a jamais dit que Poutine allait mourir à Panium, puisqu'on sait qu'il meurt à la LD. Oui, non, mais c'est par rapport à la question. Parce que les gens ont dit, par rapport à la question, si on revient à la question. C'est comme Hitler, il doit mourir. Voilà, la ligne montre la mort d'Hitler, pourtant Poutine, il est vivant. Parce qu'en regardant la ligne, si on compare Hitler, l'histoire d'Hitler avec Panium, en 1945, Hitler, il meurt. Donc, si on reste simple, on va s'attendre que Poutine, il meurt à Panium, comme Hitler. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit que Poutine, il est encore là, il devient plus belliqueux, en fait. Poutine, il n'est pas mort, physiquement.
Il n'est même pas affaibli. Au contraire, on a l'impression qu'il a pris il est plus agressif. Mais quand il monte en montée comme ça, il change de comportement. On peut voir. Voilà. Donc la ligne de révolution nous montre la mort et la montée d'un dictateur. Ce qu'on peut comprendre, c'est que Poutine, dans cette histoire, on sait qu'il était déjà dictateur par rapport aux dispositions qu'il a prises, notamment en restreignant l'opposition politique, les journaux et tout. Et pourtant, à Panium, il est encore vivant. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que, même si on parle de mort ici, Poutine, il est vivant, il reste vivant dans notre histoire, l'histoire compliquée. Il reste vivant, mais sauf qu'il change de comportement. Il devient plus agressif. Donc, ça montre la mort et la montée d'un dictateur. Donc, on voit la mort parce qu'on voit qu'il va y avoir un changement de comportement de Poutine en 2021. Ouais, donc du coup, nous, on dit que Poutine, Panium, 2021, blessure mortelle. On aurait pensé, dans notre lecture littérale et simple, il se serait affaibli. Mais pour comprendre l'histoire réelle qu'on est en train de voir, que depuis 2021, il a mis des... Ah bon? C'est-à-dire, je te dis que le chien à Panium pour recevoir une blessure mortelle. Donc, l'histoire simple nous montre qu'il a une blessure mortelle, donc réelle et plus compliquée parce qu'on voit qu'il a envahi l'Ukraine, il est beaucoup plus véhément et téméraire envers l'ONU et l'Occident et le roi du Nord. D'accord? Donc, on se dit, le réel à Panium et l'histoire réelle, ça n'a rien à voir, c'est plus compliqué que ça. Donc, pour comprendre ce qu'on est en train de voir sur le comportement de Poutine, on va dans la ligne des révolutions qui, elle, nous explique l'histoire réelle. Et compliquée. C'est-à-dire que là, on voit que Poutine, 2021, il meurt dans cette première phase de dictature, mais en même temps, il ressuscite dans une deuxième phase de dictature. C'est ce que la ligne des révolutions nous montre et c'est ce que tu as cherché à nous montrer, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça? Donc, je m'excuse, mais j'entends plus rien. Je n'ai pas entendu ton intervention, Chimène. C'est pas grave, hein. Continue. C'est peut-être, j'ai un problème technique. C'est peut-être déchargé, je ne sais pas. Continue. Donc voilà, donc, de toute façon, mon temps est terminé. Donc si on peut faire, c'est vrai qu'on est resté qu'à la première question, mais ce qu'on a essayé de voir ensemble aujourd'hui, par rapport à la réponse qu'on attendait par rapport à cette question, c'est de montrer en fait que, on a vu que Poutine, bien que l'histoire nous montre la mort d'Hitler en 1945, en alignant l'histoire de Poutine avec de Panium 2021 avec l'histoire avec Hitler, même si l'histoire nous montre la mort d'Hitler dans l'histoire, on va dire l'histoire simple, l'application prophétique pour nous est plus compliquée. Parce que la comparaison que nous faisons avec Hitler et Poutine, même si Poutine représente Hitler, Poutine, à Panium, contrairement à Hitler, il ne meurt pas physiquement. Mais nous pouvons voir, grâce à ce qu'on a compris des lignes de révolution, que ce qui va se passer en 2021 à Panium, c'est un changement de comportement. On va voir que Poutine va maintenant passer à une autre forme de dictature. D'accord? Et c'est ça le point qu'on voulait faire, montrer vraiment
le parallèle, pourquoi aujourd'hui nous disons que 2021 s'aligne avec Panium, avec 1945, Panium s'aligne avec 1945, mais sauf que nous sommes dans une histoire simple versus histoire compliquée. Parce que l'histoire de 1945, pour nous maintenant, a une application prophétique. Donc nous avons l'histoire simple 1945, avec la Seconde Guerre mondiale, maintenant qui nous permet de comprendre notre histoire, mais sauf que là, nous n'allons pas faire une application littérale, mais une application spirituelle. Et ce qui va nous permettre de comprendre le fait que Poutine ne meurt pas, c'est de comprendre en fait cette question de la dictature et voir qu'à Panium, qu'il va y avoir ce changement de comportement qui marque la mort d'un dictateur, mais aussi la montée d'un dictateur. Donc, un changement de comportement. 2021, et comme quand nous regardons à notre histoire, nous pouvons voir que 2021, nous voyons des agissements de Poutine, un changement de comportement de la part de Poutine, et avec la préparation justement de cette guerre en Ukraine, on voit que Poutine devient de plus en plus belliqueux, et nous savons qu'à Panium, même s'il devient plus belliqueux, l'histoire prophétique nous montre qu'il a reçu une blessure mortelle, mais qu'il va à sa mort et qui va se produire à la loi du dimanche. Donc l'histoire simple, elle est, comment dire ça, elle est véridique, elle nous montre l'histoire d'une manière simple, mais dans notre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous ne pouvons pas faire une application littérale de l'histoire simple dans notre histoire. Et il est important pour nous de comprendre l'application prophétique de l'histoire simple, dans notre histoire. Voilà. Donc, c'était le point que j'ai pu avancer avec vous, mais on n'a pas fini le questionnaire 1. Mais vous pouvez continuer à... Attends, j'ai été coupé ou pas? Non? Donc, voilà. Donc, vous pouvez continuer à regarder au questionnaire et le prochain rendez-vous, c'est avec Chimène pour les vêpres numéro 2, où on va parler de la loi du dimanche. Voilà. Je voulais partager avec vous quand même les liens, je ne sais pas si, qui pourront vous aider dans cette étude du questionnaire vêpres par rapport à ce qu'on a vu. Donc, les vidéos que vous pouvez regarder et les transcriptions, je ne sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran, mais voilà, vous pouvez regarder pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? Avec le newsletter. Attends, je vais prendre une photo. Le newsletter AGC d'octobre 2020. Nous avons le séminaire d'LVS, l'accroissement de la connaissance avec Chimène. Nous avons la ligne des révolutions et dictatures, l'étude de Tess. Là, j'ai oublié de mettre Après, nous avons la ligne de révolution en fin 2019 et nous avons des transcriptions disponibles sur le site avec les milieux des révolutions en 2 parties, 1 et 2. Donc voilà. OK. Donc voilà, c'était l'étude qu'on a pu faire ensemble et je voudrais qu'on puisse terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude. Merci pour la compréhension que tu nous permets d'avoir et d'améliorer de ces sujets. Nous savons que nous sommes dans des histoires compliquées et qu'il nous faut les comprendre. Là, nous te demandons de nous accorder l'intelligence à tout un chacun afin de pouvoir avancer sur cette ligne et pouvoir être prêts, Seigneur, pour cette loi du dimanche qui arrive et afin que chacun de nous puissions être trouvés debout devant toi. Merci encore pour ta gratitude envers nous et te prions de nous bénir durant le reste de ce sabbat. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen.